Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, relancer l'intégration sous-régionale en Afrique du Nord. C'est tout l'objet du mémorandum signé entre la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur et le bureau de la Commission économique pour l'Afrique en Afrique du Nord. Accord qui vise à faciliter les échanges entre les deux organisations. Djibouti organise à partir de ce 3 décembre la conférence pour une Afrique prospère, événement sur les enjeux et les opportunités de la zone de libre-échange continentale, mais également sur les moyens de connecter les zones économiques africaines. Et la 12e édition de la Biennale africaine de la photographie a ouvert ses portes ce samedi 30 novembre à Bamako. Environ 85 artistes photographes y prennent part. Une édition placée cette année sous le thème « Courant de conscience ». Mais tout d'abord, au Maroc, 17 personnes ont trouvé la mort dans un accident de bus dans le nord du pays ce 1er décembre. L'autocar s'est retourné pour une raison encore inconnue près de la ville de Taza. 36 personnes ont également été blessées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Accident survenu le même jour qu'un autre drame routier en Tunisie, dont nous vous parlions dans nos éditions de ce dimanche, où au moins 26 personnes ont perdu la vie. En Algérie, le procès dit de l'argent sale devait s'ouvrir ce lundi, mais a été reporté au 4 décembre. Plus de 40 personnes vont être entendues. Parmi eux, plusieurs anciens ministres de l'Industrie, un ancien ministre des Travaux publics et des Transports, mais aussi deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouiaya et Abdelmalek Sellal. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans plusieurs affaires de corruption. Des anciens grands patrons défileront également à la barre. Les peines encourues pourraient aller au-delà des 20 ans d'emprisonnement. Et pour en parler, nous recevons Ali Laskri, coordinateur de l'instance présidentielle du Front des Forces Socialistes, plus ancien parti d'opposition en Algérie. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ali Laskri, c'est un procès hors norme qui va s'ouvrir. Est-ce que l'approche de la présidentielle ne risque pas d'influer sur le travail de la justice ? Oui, bien sûr, ils veulent influer. C'est une grosse manipulation et diversion aujourd'hui qui est très claire parce que ce n'est ni le moment et c'est pas ce que demande le peuple. Le peuple ne demande pas justement aujourd'hui à ce qu'il y ait des règlements de compte et d'aller à une alternance clanique. Il veut une alternative démocratique, un état de droit et des libertés de la démocratie, de la justice sociale et surtout l'indépendance de la justice. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est avec la justice du téléphone. Donc, ce n'est pas le moment d'aller à un procès avant une élection présidentielle pour se dire qu'on va avoir la confiance du peuple. Est-ce que la population ne souhaite pas tout de même que les anciens dignitaires corrompus soient jugés ? Oui, le système algérien il est très connu. On l'a tout le temps dit depuis longtemps, que c'est un système corrompu et corrupteur. Mais aujourd'hui, il y a un règlement de compte qui se fait, c'est très clair. Il y a une diversion énorme là, avant l'élection, pour gagner la confiance du peuple algérien. Et le peuple algérien, qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui ? Il demande le changement de ce système. Il demande un changement radical. Il s'est réconcilié pour ça. Et aussi, aujourd'hui, il a fait un consensus pour ce changement. Donc, ce n'est pas le moment d'aller à des règlements de compte. Une fois qu'on va construire l'état de droit, qu'on est dans un véritable processus démocratique, qu'on va aller à une nouvelle république, qui est une exigence aujourd'hui historique que demande le peuple algérien, là, bien sûr, la justice sera indépendante. Et tous les corrompus, là, ça va se faire dans la sérénité la plus totale. Alors justement, en parlant de la présidentielle du 12 décembre, votre parti, le Front des Forces Socialistes, qualifie cette élection de mascarade. C'est le mot employé dans l'un de vos communiqués. Pourtant, une manifestation a eu lieu en faveur de la présidentielle. Une partie de la population soutient donc la présidentielle. Oui, depuis le 22 février, toutes les manifestations qui se font en Algérie, c'est pour un changement radical du système, pour le départ des symboles du régime et pour aller à une nouvelle république, à une nouvelle constitution et pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, transparentes et honnêtes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un coup de force qui se fait encore comme ça. Il y a eu des manifestants qui ont manifesté en faveur de Je regrette qu'ils sont en train de présidentielle. préparer la contre-révolution. Et en faisant appel aux organisations de masse du régime qu'il y avait dans le temps, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas mobilisé. Ils veulent aller à l'affrontement, ils veulent aller à créer des situations en Algérie pour justifier l'élection.
Alors que là, le peuple, là, aujourd'hui, il est présent. Il y a des manifestations pacifiques dans tout le pays et dans la diaspora. Hier, j'étais en Belgique. La manifestation, elle s'est faite en Belgique parce que c'est politique, c'est capital, c'est historique. Et ça s'est fait aussi là où il y a c'est vrai, le Parlement européen, mais aussi c'est la capitale de l'Europe, pour qu'il n'y ait pas le blocus sur cette révolution populaire pacifique qui est énorme aujourd'hui, où il y a la fraternité, la convivialité des Algériens. Ils ont donné dans un sursaut de dignité, et ça s'est suivi dans le monde entier. Alors, votre parti demande un changement radical de régime, hein, ça s'entend dans vos propos. Oui. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Par quoi passe un changement radical de régime? C'est-à-dire de passer d'un ordre dictatorial, constitutionnel, à aller à un ordre démocratique en Algérie. Et l'ordre démocratique, c'est tout un processus qu'on a signé dans le cadre du pacte de l'alternative démocratique. Alors, si ce n'est pas l'élection présidentielle, qu'est-ce que c'est? On va aller à l'élection présidentielle, mais d'abord, on va aller à une transition démocratique, qu'on va construire ensemble, tout un processus avec des instruments de transition. Aller à une nouvelle constitution, d'abord une constituante pour l'Algérie, celle qui a été dissoute en 1962. C'est la première fois que les Algériens vont exercer librement, c'est-à-dire leur souveraineté. Alors, une transition menée par qui? Parce qu'on sait que déjà le 12 décembre, vous appelez au boycott de la présidentielle. On appelle un dialogue global, un dialogue inclusif avec toutes les forces politiques aujourd'hui indépendantes dans le pays, et aussi les syndicats, tous les syndicats, et aussi la société civile, mais aussi tous ceux qui sont dans le Hirak, c'est-à-dire les animateurs du Hirak. Là, ça va être un débat national, et c'est de là que les instruments de transition vont sortir, que ce soit un gouvernement de transition, que ce soit une convention nationale du contrôle et du suivi de la transition, et c'est de là que la nouvelle constitution va sortir dans le cadre d'une élection ou dans le cadre d'un référendum. C'est avec cette nouvelle constitution qu'on va aller à des élections présidentielles et législatives libres pour une fois en Algérie. Ali Lasri, vous êtes le coordinateur de l'instance présidentielle du Front des forces socialistes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, très gentil. Et on reste en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord qui figure parmi les régions du monde les moins économiquement intégrées, avec un commerce intra-africain régional qui ne dépasse pas les 4% pour l'ensemble des échanges. C'est de ce constat que sont partis la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur et le bureau de la Commission économique pour l'Afrique en Afrique du Nord pour signer un mémorandum d'entente. Corinne Kamsefem. Les pays de l'Union du Maghreb disposent désormais d'un nouvel outil pour promouvoir leur développement économique et social inclusif et durable. Un accord a en effet été signé entre le bureau de la Commission économique des Nations Unies en Afrique du Nord, CEA, et la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur. Il s'agit d'un cadre de partenariat pour la coopération technique entre les deux institutions dans les domaines d'intérêt commun pour la promotion de l'intégration régionale au Maghreb. Cet accord permettra de faciliter l'échange entre nos deux organisations de données macroéconomiques, financières et sociales, la réalisation conjointe d'études sectorielles et le diagnostic des économies des pays de l'UMA. Il permettra également de développer l'échange d'expertise et de savoir-faire pour une analyse plus détaillée de l'état des économies et des marchés des pays de l'UMA. Selon la CEA, le commerce intra-nord-africain reste très faible malgré le fort potentiel de complémentarité entre les économies d'Afrique du Nord, notamment la proximité géographique, les infrastructures, les similarités linguistiques et culturelles. En cause, l'instabilité politique et une coopération limitée entre ces États, mais aussi avec les pays des autres communautés économiques régionales du continent. Aujourd'hui, toute la région qui va de l'est du Sénégal jusqu'au Burkina Faso, puis qui va pratiquement jusqu'au Tchad, cette région, c'est vrai qu'elle est semi-désertique, mais d'un autre côté, l'élevage bovin est tout à fait possible. On pourrait avoir des ranchs plus impressionnants que ceux des États-Unis. L'Union du Maghreb entend tirer un meilleur profit de la zone de libre-échange continentale par le développement des chaînes de valeur régionales. Néanmoins, pour y arriver, prévient la CEA, il est nécessaire de relever et répondre aux défis liés aux besoins de facilitation du commerce, idéal
pour réduire les coûts de transaction et éliminer les obstacles au commerce qui constituent des freins à l'intégration régionale en Afrique du Nord. Les opportunités de la zone de libre-échange continentale en discussion à Djibouti à partir de ce 3 décembre. Djibouti qui organise la conférence pour une Afrique prospère. Il sera question des défis de la ZLECAf, mais également de la connexion à l'intérieur et entre les zones économiques africaines. Reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, Oliva Djakota. Les chambres de commerce des 8 pays de la Corne de l'Afrique veulent renforcer l'intégration à travers le commerce pour une prospérité partagée. Hormis Djibouti et l'Éthiopie qui ont des échanges commerciaux à hauteur de 90% selon des experts, la coopération commerciale entre les 6 autres pays de cette zone reste encore marginale. Le commerce intra-africain est de 12%. Nous souhaitions que dans l'avenir, le commerce intra-africain puisse devenir avec la zone de libre-échange continentale africaine beaucoup plus important, beaucoup plus surtout fluide pour le secteur privé et pour l'ensemble, je dirais, de la population africaine et que les Africains consomment africain pour que nous puissions surtout faire avancer la richesse et la prospérité de l'Afrique. Autrefois considérée comme l'une des zones les plus instables du continent en matière de conflits armés, la Corne de l'Afrique, composée de 8 pays, fait plus de 170 millions d'habitants. Et plusieurs experts restent optimistes sur la prospérité grâce à la stabilité. Il n'y a aujourd'hui, par exemple, aucun conflit ouvert entre les pays de la Corne de l'Afrique. Et donc tout cela nous permet de penser que nous entrons dans une nouvelle ère et que progressivement, cet espace qui a un potentiel immense de développement va véritablement devenir un pôle de stabilité. En rappel, la conférence pour une Afrique prospère se tient du 3 au 4 décembre 2019 à Djibouti. Occasion pour faire la promotion de la zone de libre-échange africaine dont l'Érythrée, un pays de la Corne de l'Afrique, reste le seul à ne pas encore ratifier. Kenya Airways, bientôt de retour dans le giron de l'État. Le plan de nationalisation de la compagnie aérienne, très lourdement endetté, a été validé par le Parlement. Le transporteur se transformera en holding et rachètera les parts des autres actionnaires comme Air France KLM. Zahra Mohamed Mouchou. Kenya Airways, face à sa nationalisation prochaine, cherche à conserver sa flexibilité et éviter les restrictions imposées par les différents gouvernements, telles que des réglementations plus strictes en matière de passation de marché, une nouvelle stratégie de la compagnie kenyane, un impératif pour le transporteur déficitaire qui compte bien rester compétitif. Quand je vois les tâches, les objectifs fixés à notre concurrence autour de nous, aucun d'entre eux n'est répertorié, aucun d'entre eux ne paye de dividendes. Aucun d'entre eux ne doit vraiment être sain financièrement. Ce qui leur est demandé est de gagner suffisamment d'argent afin de se subvenir eux-mêmes, sans l'intervention du gouvernement. Nous savons tous que la plupart des jeunes entreprises qui nous entourent sont fortement soutenues financièrement par leur gouvernement. Kenya Airways a été privatisée il y a plus de 20 ans, mais la compagnie s'est lourdement endettée, tandis qu'en face, des pays comme la Tanzanie et le Rwanda investissent massivement dans leur compagnie nationale, menaçant alors la part de marché de Kenya Airways. En tant que compagnie aérienne, nous avons besoin d'injecter des capitaux propres, nous avons besoin d'améliorer nos flux de trésorerie et nous avons besoin d'accroître notre part de marché. Par conséquent, si nous avions 450 millions de dollars, 350 millions, nous le ferions. Encore une fois, ce n'est pas un chiffre précis. Les conditions de la nationalisation de la compagnie nationale et son intégration dans une holding publique avec l'aéroport international de Nairobi sont actuellement à l'étude au Parlement qui souhaiterait finaliser la transaction d'ici la fin de l'année. La Biennale de la photographie africaine fête ses 25 ans. Les rencontres de Bamako se sont ouvertes ce samedi 30 novembre en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Thème retenu cette année, courant de conscience qui se veut être un pont entre l'Afrique et ses différentes diasporas. Aïssatou Bahi. Créée en 1994, la Biennale africaine de la photographie, communément appelée les rencontres de Bamako,
célèbre ses 25 ans d'existence. La 12e édition se tient du 30 novembre 2019 au 31 janvier 2020. Ils sont 57 photographes et 9 collectifs qui exposent leurs œuvres, ainsi que 7 projets spéciaux qui seront présentés à ce rendez-vous international. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont à Bamako et qui sont venus nous soutenir dans ces moments difficiles aussi que le pays traverse, parce que pratiquement on a répondu 100% d'invités qui sont déjà là. Donc on peut dire excellent. Ça veut dire que le Mali est toujours une destination et Bamako est une ville choyée. C'est important les images du voyage, ça parle, ça reste. Donc vraiment, je pense que les photographes, c'est un métier noble. Donc Barack Obama, on a vu ses photos quand il est devenu président de la République, tout jeune au village, en culotte. Donc je pense que les images, ça reste et ça va très loin. Cette édition anniversaire des rencontres de Bamako est un programme riche en conférences d'artistes, performances et événements discursifs et programmes cinématographiques dont les autorités maliennes saluent l'initiative. Face à l'image, l'on est mu et ému. Sommet d'agir ou d'entrer dans une immédiate compassion. Face au récit de la violence nue, on ne peut jamais détourner le regard au motif que l'on ne parle pas la langue du photographe. D'emblée, l'obligation est faite de voir ce que l'on voit, de ne pas fuir les difficultés, de les assumer. Depuis sa création, la Biennale africaine de la photographie s'est imposée comme un principal événement international consacré à la photographie et à la vidéo africaine, où se côtoient jeunes et vieux du métier, sans oublier toute la diaspora africaine. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.